Merci Yuri Djorkaeff. Bonsoir Yuri. Très en forme le Djorkaeff là. Hein, ça va. beau gosse hein. Ça range avec les années comme les grands. C'est vrai, hein, t'es bien. Ouais. Hein. Ouais. Alors Yuri, vous avez remporté donc la Coupe du Monde en 98, le Championnat d'Europe en 2000 avec les Bleus. Et à 38 ans, vous êtes capitaine et milieu offensif des Red Bull New York. Voilà. Vous vivez au sud de Manhattan, au 2e étage d'un immeuble. C'est con. À Manhattan, d'être au 2e, c'est un peu con. J'ai le vertige, c'est pour ça que j'habite au 2e. Voilà. Vous vivez au sud de Manhattan, au 2e étage d'un immeuble qui domine l'unique parc privé de la ville, le Gramercy Park. Même pas mal. Hein. Ouais, et dans cet immeuble loge également Julia Roberts. Ouais, tout à fait. Alors, Je crois que tous les deux, ils ont les toilettes sur le palier et ils se croisent parfois. Yuri a rencontré Julia Roberts dans l'ascenseur et il a dit « elle est sublime ». Mais comment vous savez tout ça? Je sais tout. Non, mais non, je l'ai dit pratiquement à personne. Ouais. Ouais. Vous étiez là. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, elle est vraiment sublime. Alors en ce moment, elle est au théâtre, vous savez, votre copine Julia. Donc très mauvaise critique, Voilà. mais très grosse recette en même temps. Hein Ouais. Voilà. Mais la critique a été très dure avec elle. Très très dur. Elle s'est fait démolir. Mais, hein. Incroyable, incroyable. Vous l'avez vu la pièce? Non, pas encore. Il faut y aller, Yuri. Ouais, jusqu'au mois de juin, elle joue jusqu'au mois de juin. Ah ouais, il faut y aller, parce que là, quand je vous vais allez y la aller. croiser dans l'ascenseur, elle va vous dire Did you see me Yes. on stage? Yes. Vous parlez bien Dans anglais? l'ascenseur pour le Ouais, ça 2e. Ouais. Ouais, mais non, mais en fin de compte, je vis dans l'ascenseur. Ouais. Pour la croiser tous les D'accord. jours. Alors, le Red Bull, vous dites ce club, cette ville était mon rêve. Ouais. Ouais. Bah, je sais pas, je crois que New York, c'est où ça te plaît, où tu Où ça te détestes, plaît pas. Où ça te plaît pas, et tu aimes vraiment, ou Ouais. tu détestes, et Ouais. moi j'aime vraiment, donc je reste. Belle fin de carrière en tous les cas, hein, Pas mal, ouais. par rapport à d'autres. Ouais, pas mal. Ouais. Alors vous dites à 38 ans, j'ai eu la vie qu'une personne du double de mon âge ne connaîtra probablement jamais. Et cette vie, vous la racontez, Yuri, dans un livre publié chez Grasset, qui s'appelle Snake, le serpent. C'est votre surnom. Pourquoi on l'appelle Parce comme qu'il ça fait des frappes enroulées. C'est-à-dire que quand le ballon va vers la droite, d'un seul coup, il bifurque vers la gauche. C'est Djorkaeff. Ah, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Et comment vous faites? Je donne un effet au ballon qui fait que la trajectoire, elle est comme ça, quoi. Voilà Snake. Ouais, Snake. Et alors Luis Fernandez, qui parle pas très bien Le l'anglais. non plus. Je l'appelle Snake. Il y a eu une affaire là-dessus. Là. C'était génial. Et alors Thierry Henry, lui, il a un nom de serpent aussi, on l'appelle l'anaconda, mais c'est pas pour les mêmes raisons, vous savez ça. Vous êtes au courant? Pareil, ouais, je l'ai appris là. Ouais. 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 L'anaconda. Il paraît. Toi, c'est l'asticot, non Valérie? Ah, ouais, C'est quoi ton petit nom à toi? il y a Catherine qui veut savoir pourquoi. Parce qu'il a une grosse bite, Catherine. Ah. Alors voilà. Alors votre prénom c'est Yuri, c'est pas du tout à cause de Yuri Gagarin, Non. mais à cause du docteur Jivago, interprété par Omar Sharif. Voilà. ouais. Alors c'est marrant le mélange de Yuri. Ses origines sont très étonnantes. Votre père Jean est d'origine kalmouk et votre mère Marie est d'origine arménienne. C'est aussi la Kalmoukie? J'ai une baraque là-bas, j'y vais jamais. Alors la Kalmoukie, c'est une population de langue mongole et ils sont bouddhistes. Et vous avez hérité un petit peu, vous, de cette philosophie J'ai hérité de la philosophie, de la mentalité, parce que on est des descendants de Gengis Khan. Voilà. On est aussi des vrais nomades. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé Ouais. dans ma vie et que je me plais dans le voyage. Oui, absolument. Alors votre grand-père, c'était un Russe blanc qui était pour le tsar, et au moment de la Révolution, évidemment en octobre 17, battu par les bolcheviks, il a fui en Europe pour éviter d'être déporté en Sibérie. Alors ça, c'est la famille de votre père. Et la famille de votre mère, ben, c'est des Arméniens qui ont atterri en France pour échapper au génocide perpétré par les Turcs. Ouais. Votre grand-père veut rejoindre les USA déjà, Ouais. et puis il s'arrête à Marseille. Ça. Et voilà, il est resté là. Et tout le monde, c'est très marrant, tout le monde s'est retrouvé dans une petite ville à côté de Lyon, une ville de 25 000 habitants, qui s'appelle Decines. Ouais, tout à fait. Voilà.
Et votre père, Jean, alors Jean Djorkaeff, déjà grand joueur de foot, 2 victoires en Coupe de France, 48 sélections en équipe nationale et la moitié en tant que capitaine. Ça ne devait pas être facile quand vous étiez petit d'avoir un père pareil, d'exister à côté de lui, quoi. Ouais, c'est jamais facile pour les fils d'eux. Mais j'ai toujours eu des bons rapports avec mon père, donc ça s'est bien passé. Il m'a jamais poussé déjà à jouer au football. Ouais. J'ai tapé mon premier ballon en fin de compte en suivant l'exemple de mon frère. Et quand j'ai commencé à avoir un bon niveau, il a été là pour me conseiller, mais il m'a jamais vraiment poussé. Donc j'ai pas fait de rejet du père, j'ai pas voulu tuer le père, et ça s'est bien passé, et ça se passe bien. Alors à 66 ans, votre père entraîne l'UGA, l'Union Générale Arménienne, et vous êtes assez militant de l'Arménie, non? Ben oui, on n'est pas nombreux quand même d'origine arménienne, on est de moins en moins. Et puis c'est quand même passé un génocide que la Turquie ne veut toujours pas reconnaître, donc il faut élever sa voix. À Lyon a été inauguré un mémorial à la mémoire du génocide arménien qui a été profané instantanément, ce qui veut dire que c'est quand même des choses qui sont toujours très vivantes, quoi. Mais je trouve que ce qui a vraiment été important, c'était la réaction du gouvernement français, la réaction des non-arméniens, je dirais. C'est eux qui ont les premiers crié c'est honteux. Ouais. Alors, un peu comme Béatrice Dalle, dont une voyante avait annoncé le fabuleux destin, vous vous racontez qu'en CM2, vous avez fait une rédaction. Le thème de la rédaction, c'était « Quand je serai grand ». Et vous avez écrit « Quand je serai grand, je serai footballeur ». Et je ferai Radisson, évidemment. C'est fou, non? Ouais, c'est fou parce que la rédaction commence par je serai footballeur, je serai professionnel, je gagnerai la Coupe du Monde et je jouerai à New York. Et je niquerai Julia Roberts. Et je jouerai à New York un jour. Au Cosmos. Au Cosmos de New York. Et j'avais 10 ans et cette rédaction, je l'ai eue en main après la Coupe du Monde. Et t'as eu combien comme note? Très bien. Et ma maîtresse a donné cette rédaction après la finale de la Coupe du Monde. Alors, moi, la grande question que je me pose, c'est pourquoi elle l'a gardée aussi longtemps. Les maîtresses gardent du courrier souvent. Méfie-toi. Oui, c'est vrai, elle l'a envoyé à vos parents après le 12 juillet 98. Voilà, c'est extraordinaire cette histoire. Alors, vous racontez votre carrière, vous racontez les hauts, les bas, tous vos déplacements de club en club et tout. C'est pas évident, hein, parce que maintenant vous êtes à New York, mais il en a fallu quand même des coups de pied dans les ballons pour en arriver là. Et alors, vous racontez ce match terrible, Laurent, tu sais, qui m'a profondément marqué, le 17 novembre 93, le match contre la Bulgarie. 5 minutes. 1-1. Et à la 69e minute, Ginola remplace Papin. Il reste 23 secondes. Ginola centre plutôt que de conserver le ballon. Et là, les Bulgares, c'est terrible. Moi, c'est une des rares fois où je suis allé au. J'ai pas bouffé un yaourt de fallait mieux rester à la maison alors. Et là, le Bulgare prend le ballon, remonte tout le terrain, le fameux Kostadinov. Émile Kostadinov. C'était bien joué, mais humainement, c'était pas très correct. Aussi, non. Techniquement, d'accord. Mais c'était terrible parce que les gens mettaient déjà leur manteau et tout le monde s'en allait, quoi. On faisait même plus gaffe à ce qui se passait sur le terrain. Et puis 5 minutes après, il y avait le maquillage bleu, blanc, rouge, comme ça, qui dégoulinait avec les larmes et tout. C'était d'une beauté totale sur le plan cinématographique. C'est dramatique. Dramatique à faire. Dramatique. On avait 2 matchs à la maison pour amener juste un point. Pour aller à la Coupe du Monde aux États-Unis et on joue contre Israël et la Bulgarie, on perd les 2 matchs. Là, voilà. Alors Ginola crucifié évidemment, Houllier parle de crime contre l'équipe. C'est violent quand même. Il lui en veut, hein, Ginola. Moi, quand il vient ici, qu'on parle de Houllier, ça l'énerve bien. Oui, parce qu'on fait un sport collectif. On fait un sport collectif et je crois aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Ça reste solidaire. C'est comme dans une partouze. Si tu rates une passe, tout le groupe doit être solidaire. Voilà, alors vous racontez aussi le 16 février 94, quelques mois plus tard, donc Aimé Jacquet a remplacé Houllier. Il a annoncé à Cantona qu'il ne ferait pas partie de l'équipe de France et il vous convoque, Zidane et vous, et il vous dit vous êtes mes 2 soleils. Cool. Et maintenant déshabillez-vous, il a rajouté. C'est de voir la lune, bravo. Ce qui s'est passé, c'est que les grosses stars à l'époque étaient aussi bien Cantona que Ginola que Papin. Et Zizou et moi, nous n'avions pas d'expérience internationale. Et Jacquet, lui en 94, il pensait déjà
déjà à la Coupe du Monde 98, donc 4 ans avant. Et il voulait faire une génération pour gagner cette Coupe du Monde. Et il voulait s'appuyer sur des jeunes montants. Voilà. Et alors il nous a convoqués dans son bureau et on s'est retrouvés là et assis. Il a dit bon voilà, je ne prends pas Eric, je ne prends pas David, mais je compte sur vous pour éclairer le jeu de l'équipe de France. Alors là, vous battez l'Italie, c'était pas arrivé depuis 82 ans, et vous marquez votre premier but chez les Bleus. Mon premier match titulaire, mon premier but. Tu l'as fait une fois ou pas, le premier? Toujours, faut toujours marquer les esprits. Ouais. C'était bien. Et puis vous racontez évidemment le 12 juillet 1998, la France championne du monde. Et finalement, alors là c'est un des passages les plus étonnants de votre bouquin, c'est que après le 12 juillet, vous êtes complètement flippé, quoi. Vous dites, m'exprimer devenait un calvaire, j'étais cloîtré, j'étais muet, irascible avec ma femme et mes enfants. Enfin, vous avez eu une espèce de baby blues, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Tu gagnes la Coupe du Monde, ce qui est le summum dans notre sport, et tu te dis après, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai eu besoin de temps pour rechercher un nouveau défi, une nouvelle quête pour pouvoir continuer. J'étais trop jeune pour arrêter, j'avais 30 ans à l'époque de la finale. Et il fallait que je continue, mais ça a été dur. J'ai eu un mois difficile. Très. Là, après, ce qu'il y a eu, malheureusement, c'est le mondial 2002, là. 2002, on est passé à travers. Ouais. Alors là, vous accusez carrément Roger Lemaire. Hein. Vous dites... Non, si. Si, vous dites qu'il n'avait pas de plan, qu'il vous a pas dit ce qu'il fallait faire, que... Non, j'accuse l'équipe parce qu'on n'a pas été bon. J'accuse le sélectionneur parce qu'il n'a pas été bon non plus. Je crois qu'on n'a pas été à la hauteur. C'est une accumulation de détails qui font la différence à ce niveau-là. Et on était tellement bien préparés pour contrer tous ces détails en 98 qu'on a été vraiment surpris en 2002 que ça se passe pas bien. Ouais. Voilà, après vous racontez le cauchemar allemand et le rêve américain. Je préfère raconter le rêve américain, quoi. Je préfère en parler du rêve américain parce qu'en Allemagne, j'ai eu du mal en Allemagne. Et c'est une chose que j'avais envie de raconter, mais qui est difficile à en parler. Mais c'est-à-dire que vous avez tellement de mal en Allemagne que là, on vous a proposé d'aller faire des commentaires pour le mondial cet été. Et vous dites non, je ne refous plus les pieds en Allemagne, quoi. Ouais, je suis invité pour... Il y a un grand dilemme parce que je suis invité pour le premier match de la Coupe du Monde, l'ouverture de la Coupe du Monde, avec tous les anciens de l'équipe de France. On va se retrouver. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Yuri, il faut donner une réponse. Et j'hésite parce que j'ai fait une réaction. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Il y a mon entraîneur qui a voulu qui m'a fait du mal moralement, qui a essayé de me faire du mal et de me détruire en tant que joueur. Donc, mais c'est quelqu'un qui m'a mis à l'écart pendant 3 mois. Je me suis entraîné tout seul, tous les jours, tout seul. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il était jaloux de vous, c'est ça? Ouais. Tu harcelais psychologiquement? Ouais, mais complètement. Ça veut dire que le matin, j'arrivais, et personne ne me calculait. Il y avait un préparateur physique qui était uniquement pour moi, donc je partais en forêt pendant 1h30 à courir. Sans boussole? Sans boussole, voilà, c'était ça mes entraînements, quoi. Puis vous interdisez de jouer en équipe de France aussi? Oui, il m'interdisait de jouer en club, donc en équipe de France, et surtout il ne voulait pas me transférer. Donc j'avais un gros salaire dans cette équipe-là, mais pour eux, c'était hors de question de me transférer. Ils voulaient que je finisse ici ou que je casse complètement mon contrat. Ouais. Problème d'argent avec le fisc aussi. Le jour où je suis parti d'Allemagne, à la fin, j'ai réussi à négocier mon départ. Donc je suis parti, j'ai mis la pression au club et je leur ai dit voilà, où je fais des déclarations à toute la presse et je fais un bordel pas possible dans le club, ou vous me laissez partir. Je convoque toute la presse et un quart d'heure avant la conférence de presse, je prends mon président et je lui dis on fait la conférence de presse ensemble et on se serre la main et vous vous dites il part, ou alors je la fais tout seul et je fais exploser le club. Je suis parti. Il m'a donné mon bon de sortie. Ouais. Le lendemain matin, j'avais la police à 6h du matin chez moi. J'avais un mandat d'arrêt.
j'avais le fisc m'a bloqué mes comptes pendant 4 mois. Ouais. Et ils ont fait des enquêtes sur enquêtes. Bon, j'ai rien, j'ai pas de problème. Mais c'est pour ça que j'ai une certaine réticence à retourner en Allemagne. Ah oui, vous irez pas là, j'ai l'impression. Ouais, ouais. C'est une histoire de fou. J'avais l'impression d'être un fugitif alors que j'avais juste demandé à jouer, quoi. Vous êtes optimiste sur les chances des Bleus en Allemagne là? Ouais. 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 Non, sérieusement. Non, mais sérieusement, j'ai l'impression que tout le monde pose cette question. Bah, c'est-à-dire qu'en suis le 98, seul. on était super contents. En 2002, on s'est pris un gadin, donc maintenant, on est un peu inquiet, quoi. Je crois qu'on a une des meilleures équipes. Ouais. À part le Brésil qui est au-dessus du lot, je trouve qu'on a des super joueurs, on a une belle équipe et on va être compétitif. Et puis ce que j'aime dans l'équipe de France, c'est que quand elle a des parcours difficiles à la qualification, généralement elle fait un bon mondial. Anelka va être qualifié. J'espère pour lui. Et Franck Ribéry. Sincèrement, je le connais pas. Ouais, c'est un bon joueur. Hein. Il paraît, ouais. Il paraît. J'ai jamais vu jouer, donc il paraît. Ouais. Très bon joueur. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous allez faire après, alors, quand vous allez revenir aux États-Unis? Diriger l'OL? Non, Et pourquoi pas? Non, le président du club de Lyon fait bien les choses. Très bien. 5 fois d'affilée, Ouais. champion. Ouais. C'est historique dans le championnat de France. Mais bon, il n'est pas éternel, Olas. Ah, il aime bien son club. Hein. Ah ouais. Ah, il aime bien. C'est après de raccrocher, vous pensez? Non, je crois pas. Il aime son club. Hein. Alors, vous racontez dans votre bouquin comment vous rencontrez votre femme, Sophie Jiménez. Donc, elle, ses parents étaient espagnols. Donc, c'est un mélange entre des Kalmouks, des Arméniens et des Espagnols. C'est Ma absolument... grand-mère était polonaise. Ouais, c'est J'avais une génial. grand-mère C'est polonaise. génial. Et alors, elle est tellement amoureuse de vous qu'elle part en Angleterre et elle revient. C'est très beau quand même. Alors, Ah ouais, c'est très bon. ah, je l'ai lu le bouquin. C'est quoi vos sources? Ouais, c'est pas que le bouquin. Non, bah non, il n'y a c'est pas que le bouquin. Non, il n'y a pas que le bouquin. Ah oui, ma femme faisait des études de traductrice Ouais. et elle devait faire, elle devait partir en Angleterre pour pas faire son anglais et Ouais. au bout de 2 semaines, elle est revenue pour continuer l'aventure avec moi. Et voilà. Ouais, pour vivre Et ensemble. ça dure depuis. Ça, ouais, Ça va bien? super. Elle vous a quand même bien assagi, quoi. Ouais. Hmm. Ah, il y a une époque, hein. C'est normal, Laurent. On ouais. était ensemble.